Bien, il est 18h03, bonjour à tous, et à toutes, et puis, donc on va commencer ce webinaire. Écoutez, merci à tous, de vous être, inscrits, à ce webinaire donc qui portera sur la recharge de véhicules électriques sur la métropole grenobloise. Donc on aura la chance, ce soir d'avoir 3 interventions. Donc, une première intervention, de Aurore Comte de l'Averora, donc qui est l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Mathilde Dieudonné qui travaille à la métropole de Grenoble et qui nous parlera plutôt de la recharge, sur l'espace public, et moi-même donc, Théo Kalcheff qui travaille donc, à l'ALEC de Grenoble, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat. Donc avant de commencer, je vous informe que ce webinaire est enregistré, et donc qu'il sera, mis en ligne par la suite sur la page, YouTube de l'ALEC. Donc vous pourrez le reconsulter et l'envoyer, à vos copropriétaires. Seconde information, vous l'avez vu, vos micros et caméras sont coupés pour un peu plus de fluidité dans ce webinaire. Vous aurez évidemment néanmoins la possibilité de poser vos questions et on vous invite fortement à le faire, ne soyez pas timide. Posez vos questions donc à l'écrit, donc il y a un petit onglet en haut à gauche, de votre écran, donc conversation, avec une page qui s'ouvrira sur la droite, donc vous pouvez, écrire, vos questions. Hem À la main, et donc évidemment, on y répondra à l'oral, il y aura des temps dédiés de questions-réponses entre chaque présentation. Donc à l'issue des 3 présentations, il y aura un temps de questions-réponses. Et donc pour encore plus d'interaction et pour qu'on puisse surtout cerner un peu, les personnes, à qui on s'adresse, il y aura différents moments aussi où on fera des petits sondages avec, quelques, questions, et sur lesquelles vous aurez différentes options de réponse, et donc on vous invite à y répondre et la page disparaîtra, directement. Donc je vous propose de faire un premier test tout de suite avec une première question, qui est donc, comment avez-vous, pris connaissance, de, ce webinaire? Donc normalement, la question devrait apparaître sur votre écran tout de suite. Donc comment avez-vous connaissance de ce webinaire? Donc là, vous avez plusieurs questions, vous pouvez répondre à plusieurs questions en même temps et vous avez juste à cliquer sur envoyer, et donc on pourra recevoir vos réponses. Alors moi, je la vois pas Donc pour une fois info, la question. donc Elle est dans le la chat question à droite. Ah OK. voilà, si elle apparaît pas directement sur votre écran, vous pouvez effectivement dans l'onglet conversation, donc en haut à gauche, ou si vous l'avez déjà ouvert sur votre, fil, de conversation à droite, y répondre en cliquant sur, une ou plusieurs réponses. Bien, normalement ça devrait être bon. Hem, une petite, autre question donc qui est: est-ce que vous possédez à l'heure actuelle, heu, un véhicule électrique? Oui, ou est-ce que vous comptez en acquérir un dans les prochaines années ou non, pas du tout? Donc normalement, le sondage devrait, vous être envoyé tout de suite. Si vous avez pas eu le temps de répondre au premier, vous pourrez répondre, de toute façon par la suite, il sera toujours présent dans l'onglet conversation, sur la droite. Bien, merci pour vos réponses, donc on pourra voir un peu, à qui on s'adresse. Hem, Avant d'enchaîner, ce que je vous propose, simplement, c'est de vous faire un petit rappel pour les personnes viennent d'arriver sur le déroulé un peu de ce webinaire. Donc on aura une première intervention d'Aurore Comte, que je laisserai se représenter, sur les solutions de recharge en copropriété, à la fois, techniques et sur les solutions de financement. Mathilde Dieudonné de la métropole de Grenoble nous présentera ensuite, la recharge des véhicules électriques plutôt sur l'espace public, de la métropole de Grenoble. Et donc moi, je reviendrai ensuite, sur, l'accompagnement qu'on propose, aux copropriétés du territoire pour l'installation de bornes de recharge, en copropriété, voilà. Aurore, je te propose de prendre la main et d'enchaîner, sur, ta présentation? Très bien. Alors, Allez, hop, ça devrait être bon. est-ce que vous voyez en plein écran? Oui, tout à fait, C'est bon? Parfait. merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurore Comte, je travaille pour une association qui s'appelle l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez bien vu la slide bouger, changer? C'est bon ou pas? Oui. Ouais, OK, merci.
Donc l'AVER Auvergne-Rhône-Alpes est une association régionale, comme son nom l'indique, dont l'objectif est de regrouper, réunir les professionnels de la mobilité électrique sur le territoire régional. Nous sommes également mandatés par l'AVER France, donc l'association qui est au-dessus de nous, pour déployer en région le programme Advenir Formation, qui est un programme de formation sur le thème de la mobilité électrique, qui s'adresse aux collectivités, aux étudiants et aux professionnels de l'immobilier. Et par professionnels de l'immobilier, nous entendons les syndics de copropriété, les copropriétaires, les bailleurs privés, les bailleurs sociaux. Donc les slides que je vais vous montrer ici sont un très court extrait de mes interventions qui durent plutôt entre 1h30 et 2 heures. Et à la fin, vous aurez mes coordonnées si vous souhaitez participer à une de ces sessions d'information qui sont gratuites parce qu'elles sont financées par les certificats d'économie d'énergie. Alors, avant de voir comment installer des bornes de recharge en copropriété, je vous propose de parler d'abord de la voiture électrique parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que la voiture électrique est vraiment plus vertueuse que la voiture thermique? Pour répondre à cette question, on utilise un outil. Cet outil s'appelle l'analyse de cycle de vie. La slide que vous voyez ici, c'est un graphique récapitulatif d'une analyse de cycle de vie qui est fait par une ONG européenne qui s'appelle Transport et Environnement. Donc là, on compare un véhicule thermique et un véhicule électrique de taille moyenne qui serait conduit, pardon, qui serait conduit en France. Alors si on décortique, si on s'en arrête à la partie production, donc le bleu foncé plus le vert clair pour la voiture électrique, lors de sa production, la voiture électrique émet plus de CO2 que la voiture thermique, parce qu'il faut produire la voiture plus produire la batterie. Par contre, à partir du moment où on passe en phase d'usage et sur un cycle de vie de ces deux véhicules arrêtés à 225 000 km, on voit que le rapport en termes d'émissions de CO2 est 5 fois inférieur pour l'électrique par rapport au thermique. Cette simulation-là, vous pouvez aller aussi vous faire des simulations sur leur site. Elle existe, ce simulateur existe depuis plusieurs années. Il y a 2-3 ans, le rapport était 4 fois inférieur et pas 5 fois inférieur. Pourquoi? Parce que, par exemple, la phase de recyclage n'était pas encore bien prise en compte. Là, vous voyez qu'elle est prise en compte, elle vient minorer la phase d'usage. Il faut bien se dire que le recyclage des batteries de voitures électriques en est qu'au début de son histoire. Aujourd'hui, on a un parc roulant d'à peu près 2 millions de véhicules électriques sur un parc global de 40 millions. Vous voyez qu'on en est qu'au début de l'histoire. Donc, c'est un parc restreint, récent. Donc, la plupart des batteries sont encore dans les voitures. Il y a encore quelques temps, je disais que, alors, on va vers une économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est prendre des anciennes batteries pour en fabriquer de nouvelles. Il y a encore quelques temps, je disais que ça existait, mais plutôt en labo, stade R&D. Ça y est, on a franchi un nouveau pas parce que maintenant, il y a une usine pilote qui se trouve en Île-de-France. Et dans cette usine, on sert et extraire les matières premières principales, le lithium, le manganèse, le cobalt, le nickel, pour refabriquer de nouvelles cellules de batterie. Parce qu'au même titre qu'on sait que le pétrole, c'est une ressource finie, on sait aussi que ces matières premières-là, on a une quantité finie sur Terre et on ne pourra pas fabriquer des batteries pendant une durée indéterminée. On sait aussi qu'on a de fortes externalités négatives à l'extraction de ces matières premières-là. Donc, plus on pourra faire du nouveau avec de l'ancien, plus le bilan que vous avez ici va continuer de s'améliorer. Tout ça pour dire que ce que vous avez ici, ce ne sont pas des données figées, arrêtées. Tout va continuer de s'améliorer. En France, on a un mix électrique qui est décarboné à plus de 90%, ce qui fait qu'on arrive à ce bilan qui est quand même très favorable. Même dans des pays dans lesquels les mix électriques sont un peu plus carbonés qu'en France, en Allemagne ou en Pologne, ça reste quand même plus intéressant de conduire une électrique qu'une thermique en termes d'émissions de CO2. Voilà, cela étant dit, maintenant on va passer à comment installer des bornes de recharge en copropriété. Donc d'abord, il existe un droit individuel qui s'appelle le droit à la prise. Donc le droit à la prise avait été mis en place pour que les premiers possesseurs de voitures électriques puissent avoir une solution de recharge sans forcément passer par un vote en assemblée générale. Mais un droit à la prise, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, c'est un vrai dossier à soumettre à son syndic, à la copro, avec un descriptif détaillé des travaux à réaliser, un plan technique de l'intervention et un schéma de raccordement. Ça fait l'objet d'une information en assemblée générale, mais ça ne débouche sur aucun vote. C'est le demandeur du droit à la prise qui finance intégralement ces travaux. 2 cas de figure pour le raccordement des droits à la prise. Dans la plupart des cas, on sera sur un raccordement électrique sur le compteur qui dessert les services communs.
Donc forcément, on va avoir un système de sous-comptage parce que c'est bien le demandeur du droit à la prise qui ensuite va payer ses consommations. Et dans quelques cas, on peut aussi avoir un raccordement depuis le compteur Linky de l'appartement si la configuration s'y prête. Alors, on dit toujours que dans une copropriété, il faut vraiment prendre la température, connaître un peu le besoin à court, moyen terme d'avoir des bornes de recharge, parce que le risque, c'est de se faire déborder par les droits à la prise dans une copro, qui est, je le répète, un droit individuel. On ne peut s'opposer à un droit à la prise que sous deux motifs, qui sont ceux-ci. Préexistence d'installation, donc vous avez déjà des bornes de recharge accessibles dans la copro, ou décision déjà prise de mettre en place une infrastructure collective dans un délai raisonnable, le délai raisonnable n'ayant pas été défini. Donc, ce sont les deux seuls motifs pour s'opposer à un droit à la prise. Donc, on comprend bien que le risque, si on n'a pas pris le temps d'anticiper une infrastructure collective, c'est qu'on ait plusieurs droits à la prise qui se manifestent et possiblement des câbles qui vont courir dans tous les sens, un compteur des services communs qui va être vite surchargé. Donc, il vaut mieux quand même étudier une infrastructure collective. Donc, on va passer juste après aux infrastructures collectives. Juste avant, il y a une question qui va vous être posée, qui est, alors je ne vois plus le chat, je ne me souviens plus de la question, si est-ce que vous avez le projet de mettre en place une infrastructure collective à court moyen terme, oui ou non, ou je me renseigne et on verra après cette intervention. Alors, je ne sais pas si vous voyez la question. Alors moi, je vois pas. Ah, si. Non, je vois pas la question. Moi J'imagine non qu'elle a plus, je été. vois pas la question. Je suis Ok, pas sûre que... d'accord. Bon, elle passera après. Je me remets en plein écran. Alors, donc là, droit à la prise, droit individuel, qui vient un peu en opposition aux infrastructures collectives que là, je vais vous développer. Donc, pour l'infrastructure collective, on parle bien d'un bien collectif qui appartient à toute la copropriété, enfin à la copropriété, qui permet d'alimenter les premiers demandeurs de bornes de recharge et d'anticiper les futurs besoins. Le but étant que celui qui fait sa demande de borne de recharge aujourd'hui ait les mêmes conditions de coût, de délai et de sécurité que son voisin qui ferait sa demande de borne de recharge dans 2 ou 3 ans. Donc pour ça, on a 3 schémas principaux. Aurore, on ne voit plus, on ne voit plus Ah, vos diapos. ok, pardon. Merci. Ah oui. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Super, Merci. Donc, on a 3 schémas principaux. Premier schéma, vous voyez que l'infrastructure collective qui est en orange, elle est raccordée à un point de livraison existant qui dessert les services communs. Donc, on comprend bien que là, on a une puissance disponible qui est limitée. Donc, ça ne va être que pour les petits parkings jusqu'à grand maximum 10 places. Parce qu'il ne faut pas que le compteur disjoncte quand tout le monde va brancher sa voiture, appeler l'ascenseur, allumer la lumière. Dans ce cas-là, on a forcément un système de sous-comptage pour ensuite refacturer chaque utilisateur. Alors, ce n'est pas forcément un relevé sur place avec un compteur, hein. Ça peut être aussi le fait que les bornes de recharge, ce sont des outils connectés qui remontent de l'information en temps réel à un logiciel de supervision. Et via ce logiciel de supervision, on peut sortir des relevés de consommation pour ensuite refacturer chaque utilisateur. Donc, premier schéma, plutôt pour les petits parkings. Au-delà de 10 places, on va vraiment dédier une infrastructure aux bornes de recharge. Donc là, vous voyez que l'infrastructure collective, elle est raccordée à un nouveau point de livraison qu'on ouvre pour desservir que les bornes de recharge. Dans ce cas-là, forcément, il y a des coûts. Il peut y avoir un risque de blocage en assemblée générale. Pour limiter ce blocage, parce que certains ne voudraient pas en entendre parler et pas forcément investir, vous avez 2 solutions de financement. Première solution, la copropriété investit elle-même. Elle a accès ensuite à 50% de subvention. Ou alors, il y a un risque que ça ne passe pas. Et dans ces cas-là, elle peut faire appel à un tiers investisseur. Ce tiers investisseur, c'est une entreprise qui va venir ouvrir le point de livraison à son nom, financer donc la mise en place, financer les travaux. Ça ne coûte rien à la copropriété. Et donc, on comprend bien que derrière, il va falloir s'engager sur X années avec ce prestataire.
Je dis X parce que chaque prestataire a vraiment sa durée d'engagement, donc je vous invite à en consulter plusieurs. Et derrière, ce prestataire-là qui va ensuite refacturer chaque utilisateur de ses recharges. Là aussi, chacun a son modèle de refacturation. Certains vont facturer un forfait tout compris qui englobe de la consommation du kilowattheure et de l'abonnement, et d'autres vont facturer du kilowattheure au réel et à côté de l'abonnement. Ce qui fait que les mois où on roule moins, on va un peu moins payer, les mois où on roule plus, on va plus payer, et on aura toujours cette part fixe d'abonnement qui est plutôt sur cette partie-là que ce tiers investisseur va rentabiliser son investissement. Donc voilà pour ce schéma-là où donc là le principe c'est d'ouvrir un point de livraison, un nouveau point de livraison. Et puis troisième schéma, au même titre que vous avez des colonnes verticales qui vont desservir les appartements, là on va avoir une colonne horizontale. Donc là je parle du réseau public de distribution d'électricité qui va venir au plus près de chaque place de parking. Et ensuite, charge à chacun de faire sa demande de dérivation individuelle pour avoir un compteur Linky sur sa place de parking. Là aussi, 2 solutions de financement. Soit la copropriété finance les travaux et elle a accès à 50% de subvention, soit elle fait appel au préfinancement du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. Pour cela, il faut signer une convention sur 20 ans avec le gestionnaire. L'avantage de passer par le préfinancement, c'est qu'il peut englober tous les travaux annexes. Donc, s'il y a des percements de murs à faire, par exemple, ils seront englobés dans ce préfinancement. Et ce n'est que les personnes qui font la demande de dérivation individuelle qui vont payer une quote-part qui va servir à rembourser ce préfinancement. Parce que ce n'est pas de la subvention, c'est du préfinancement. Donc là, c'est pareil, ceux qui ne veulent pas entendre parler du sujet, pas dépenser d'argent sur un sujet comme ça, avec la solution de préfinancement, ils voient quand même leur bien valorisé parce qu'il est prééquipé. Voilà. Donc là, derrière, pas de gestion, parce que vous comprenez bien que quand on a un compteur Linky, ensuite, c'est chaque copropriétaire ou locataire qui va choisir son fournisseur d'électricité, comme dans son logement. Derrière, ça permet aussi donc la place est électrifiée, donc vous pouvez électrifier votre portail ou mettre d'autres choses dans votre garage. Si on résume les solutions de financement des copropriétés, il y a plein de solutions. Donc, soit la copropriété finance elle-même, elle a accès à 50% de subvention, soit elle fait appel à un tiers investisseur qui va venir lui-même porter l'investissement et elle va s'engager sur plusieurs années avec lui, soit elle fait appel au préfinancement du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. Au niveau des aides qui existent, donc il existe un crédit d'impôt, peut-être que vous l'avez vu apparaître dans les déclarations d'impôt. Donc ce crédit d'impôt, le calcul, c'est 75% de la dépense d'installation et de fourniture de la borne de recharge sur sa place de parking. Pour une borne pilotable, donc ça exclut les prises renforcées et le plafond est à 500 €. Ensuite, il existe des subventions. Première subvention pour l'infrastructure collective. Donc, c'est ce qui était orange sur le schéma. 50% de subvention avec un plafond à 8 000 € pour un parking jusqu'à 100 places. Au-delà de 100 places, vous rajoutez 75 € par place supplémentaire. Il existe aussi des subventions pour les coûts de terrassement, pour les parkings extérieurs, là où la partie tranchée VRD coûte cher. La subvention est des 50% avec un plafond à 3 000 €. Et ce plafond de 3 000 € va passer à 5 000 € à partir de janvier 2025. Ces subventions-là et le crédit d'impôt se cumulent, hein. Il existe aussi des subventions pour la partie individuelle, donc la borne de recharge qu'on va mettre sur sa place de parking. Là aussi, on est sur 50% de subvention avec un plafond à 600 €. Donc, pour financer sa borne de recharge, finalement, on a 600 € de subvention et 500 € de crédit d'impôt. Il existe aussi des subventions pour les bornes partagées, pour les parkings extérieurs ou pour les parkings pour lesquels les places ne sont pas attribuées. Donc, subvention de 50% avec un plafond à 1 660 € par place. Autre aide, peut-être que vous avez entendu parler de Logivolt. Alors, Logivolt, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui propose d'accompagner les copropriétés avec un préfinancement sur les schémas 1 ou 2 que je vous ai montré là. Donc, Logivolt ne va que sur les parkings intérieurs de moins 20 places.
Donc Logivolt est un partenaire financier, c'est pas eux qui vont venir installer les bornes, hein. Pour ça, ils travaillent avec une dizaine de prestataires qu'ils ont référencés. Je vous invite à aller visiter leur site internet. Ça vous donne déjà une idée des prestataires qui travaillent sur le sujet et avec lesquels Logivolt travaille. Donc vous choisissez un fournisseur, Logivolt accompagne sur la partie préfinancement. Et ensuite, il y a des facilités pour racheter l'infrastructure collective. Au bout de 30% de connexion, vous pouvez racheter l'infra collective pour 1 € symbolique. Ou au bout de 5 ans, vous pouvez racheter l'infrastructure collective à sa valeur résiduelle. Dans les sites ressources que je vous invite à aller visiter, vous avez le site copro.jeroulenelectrique.fr. Je crois qu'il vous sera envoyé par mail aussi après. C'est un site que l'Aver France a lancé qui est dédié aux copropriétés avec plusieurs fiches synthèse qui reprennent alors tout ce que nous on présente en formation. Vous avez une boîte à outils dans laquelle vous avez par exemple un tableau d'aide à la décision quand vous rencontrez plusieurs prestataires sur plusieurs solutions. Vous remplissez chaque case pour ensuite faire votre choix à la fin. Vous avez également un sondage qui est tout prêt à distribuer à vos copropriétaires pour savoir quels sont les besoins à court moyen terme d'installation de bornes de recharge. Voilà, vous avez plein de choses pour vous aider à mener à bien un projet de mise en place d'infrastructures collectives. Et pour terminer, mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'ALEC si vous souhaitez participer à une session de formation donc, qui dure environ 1 h 30. En visio ou en présentiel aussi, pour des groupes minimum de 7 personnes. Et j'ai terminé. J'espère que c'était clair. Donc, ce que je disais, hein, c'est vraiment un très court extrait de tout ce qu'on dit normalement pendant 1 h 30, 2 heures. Absolument. Merci Aurore, pour ces informations sur les solutions de recharge en copropriété. Avant de prendre les quelques questions qu'on a dans le chat, je vous envoie donc un petit sondage encore une fois. Hop, on va pas fermer cette fois. Pour vous questionner, voilà, sur, est-ce que vous avez un projet de mise en place d'une infrastructure de recharge, collective dans votre copropriété actuellement? Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours ou pas? Ou est-ce que vous êtes, peut-être encore, uniquement au stade de la réflexion, et vous renseignez, actuellement, alors, via ce webinaire ou, peut-être à côté et que c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement mettre en place, enfin ou en tout cas envisager, plus tard? Donc je vous invite à répondre à ce petit questionnaire et on avait fermé l'autre questionnaire, d'avant, qu'on relance donc, sur le fait que vous, possédiez ou pas donc un véhicule, électrique. Alors, en parallèle de ces petits sondages, on a quelques questions, Aurore. 1re question qui est donc, rapide, c'est, sur la puissance, des bornes, en copropriété. Oui. Donc, on Alors, parle de recharge lente. Est-ce que tu peux nous ouais. dire quel type de puissance, de quelle puissance on parle par point de charge? Oui, alors effectivement, l'usage en copropriété, même à domicile, c'est bien de la charge lente toute la nuit, toujours en courant alternatif. Donc on peut installer des bornes de recharge. Alors il y a des bornes de recharge 3 kg, 3,7 kg, jusqu'à 7 kW maximum pour refaire un plein toute la nuit ou un complément de recharge. Parce que là, l'objectif, c'est bien d'arriver à 19 h, faire un complément de recharge ou refaire une recharge toute la nuit pour repartir le lendemain à 7 h. Donc c'est plutôt jusqu'à 7 kg maximum, grand maximum. Ouais. Les bornes sont à 7,4 kW effectivement et effectivement, c'est vraiment pas nécessaire de passer au-dessus. Il y a des bornes qui existent pour du 11, du 22 kW, mais c'est plutôt sur les bornes partagées, qu'on a ces puissances-là, parce qu'on veut avoir une recharge, plus rapide et donc on a des puissances qui sont un peu plus élevées. Hem, il y a une autre question qui est est-ce que ces schémas que tu nous as présentés sont compatibles avec une production photovoltaïque? Et donc, s'il y a de l'autoconsommation collective, est-ce que tu as déjà vu des projets sur lesquels il y avait des panneaux solaires qui permettaient d'alimenter des bornes partagées? Alors, c'est plutôt avec un stockage entre. Parce que la production photovoltaïque, ça va être la journée. Là, on parle de recharge la nuit. Donc, ça veut dire qu'entre les Absolument. 2, il va falloir avoir une batterie pour, heu, pour recharger la voiture la nuit. Donc,
Oui, pourquoi pas, mais avec, dans ce cas-là, avec une batterie. Ouais, tout à fait. Ce qui semble peut-être le plus pertinent, effectivement, s'il y a une copropriété qui a du solaire photovoltaïque et de toute façon, c'est ce qui est le plus pertinent en copropriété, c'est de faire de la revente, de l'électricité voilà et puis, d'avoir des tarifs qui sont plus intéressants. Hem, on a une autre question qui est, sur la notion de pilotable. Tu as parlé de borne pilotable. Oui, Est-ce que il y a une oui. définition qui est un peu Alors claire, oui, qui ouais, permet de la définir si une borne est pilotable? définition, ouais, de borne pilotable, c'est que la borne doit être capable d'interpréter le signal hors creuseur pleine. Donc, toutes les bornes ne le font pas, mais les bornes des grands noms de l'électricité le font maintenant. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle notion de 2024. Donc c'est bien une borne, heure creuse, heure pleine. OK. On a une autre question sur donc sur le fait de regrouper, l'abonnement qu'on a pour l'appartement, donc sur le schéma 3. Oui. Pour rappel, le schéma 3, c'était en colonne horizontale, qui est donc l'extension du réseau de distribution, Mmh. qui permet d'installer des compteurs communicants dans chaque box ou sur chaque place. Il y a une question qui est, est-ce que c'est possible de mutualiser donc, les abonnements, pour avoir un seul contrat entre son logement et son box ou sa place de stationnement? Alors, là, on parle bien c'est bien 2 compteurs Linky, donc 2 abonnements. Par contre, voilà, il y a des prestataires des fournisseurs qui travaillent sur des offres. Peut-être qu'un jour, on pourra, mutualiser les 2. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est bien, 2 abonnements, différents et 2 points de livraison différents, Voilà, ça serait bien que ça évolue effectivement. Bien, merci. Hem Donc il y a une autre question, dans le cas d'un point de recharge partagé, est-il possible pour la copropriété de gérer elle-même l'abonnement électrique sans passer par une société de gestion dédiée? Alors bien sûr, si je comprends bien, là, on parle d'une borne, partagée. La copropriété peut ouvrir un point de livraison à son nom, choisir son fournisseur d'électricité, investir elle-même. Elle est pas obligée de passer par un tiers investisseur, si c'était ça la question, hein. Oui, alors, oui, oui, tout à fait, enfin, Oui, c'était ça la question, je OK. pense, et puis c'était surtout pour la refacturation à mon avis, est-ce que, Alors là, pour la refacturation, il y aura forcément un contrôle d'accès sur une borne partagée. Donc ouais, pour savoir qui consomme quoi et quand le refacturer, il faudra un logiciel de supervision. Ce logiciel de supervision, soit, vous payez un abonnement à un prestataire pour que lui vous envoie les relevés de consommation, soit sinon vous demandez un accès, enfin c'est le syndic qui fait ça j'imagine, vous demandez l'accès au prestataire pour que lui puisse aller sortir les relevés de consommation tous les mois ou tous les trimestres. La gestion est pas forcément déléguée, ça c'est pas une obligation. mmh C'est plus confortable pour le syndic de déléguer cette gestion-là, mais c'est pas obligatoire. ouais, tout à fait. Merci pour cette question. On a une question sur, comment garantir que la charge soit lente? Bah, c'est tout simplement avec la puissance, de la prise renforcée ou de la borne qui donc, bah, limite, la puissance de recharge. Hem, on a une autre question sur Logivolt, qui voilà donc, sur le fait que Logivolt n'intervient qu'à partir de 20 prises, Mmh. donc 20 places. Qu'en est-il pour une copro ayant 22 box réparties dans 2 bâtiments et garages différents? Donc il y aurait un garage Donc de ça fait 10 10 et places et un 10, garage ouais. de 12 Alors places. je peux pas répondre à leur place dans ce cas-là, il faut les consulter. Je sais pas si Ouais, pour eux c'est, 2 parkings de 10 ou ça peut en faire un de de 20 s'ils sont pas trop loin, ouais, je saurais pas répondre pour eux. ouais. En sachant que pour ces petits nombres de places, effectivement, il y a une solution qui est la solution numéro un qui pourrait aussi être étudiée. Tu parlais de la première Mmh, solution qui est viable uniquement pour les parkings de 10 places maximum. tout à Là, on fait. est sur du 10 et Ouais. 12 places. C'est Mmh, possible d'envisager, en tout cas, de raccorder l'infrastructure collective sur les communs. Donc ça ouais. éviterait, d'engager des frais, d'ouverture d'un nouveau point de Mmh, livraison ou de déploiement d'une colonne horizontale, donc les solutions 2 et 3. ouais. Et Oui. ça permettrait alors effectivement, ça nécessiterait, éventuellement l'investissement, par la copropriété d'un tableau de distribution, mais
mais ça C'est permettrait ouais, d'utiliser le point de livraison actuel, des communs. c'est ce qui sera, le plus rapidement mis en œuvre et qui coûtera le moins cher, effectivement. Ouais. Il y a une question sur la taille des câbles à prévoir pour les installations collectives. Je ne sais pas si tu as Alors, une information sur la tout section des câbles? demandera ouais, non, tout dépendra de la puissance, des bornes, des mètres linéaires, donc non. Ça, je ferai répondre un électricien plutôt en fonction de ce qui se passe sur la copro. Ouais, merci. Hem, il y a une question qui concerne le tiers investissement, donc quel est Mmh. l'avantage de ne pas passer par un tiers investisseur? Ah, de ne pas passer? Hem, c'est si jamais les copropriétaires souhaitent rester un peu maîtres chez eux et choisir leur fournisseur d'électricité, choisir leur électricien qui va réaliser les travaux, hem et puis s'occuper de la gestion après derrière, voilà. Alors après, il y a aussi la solution numéro 3, hein, mais là, je pense que la question, c'était plutôt sur le schéma numéro 2 avec ou sans tiers investisseur. C'est voilà, on peut imaginer des copros qui veulent pas forcément s'engager avec un prestataire sur X années. Ouais. On a une personne qui demande si le schéma 2 n'est valable que pour les bandes partagées. Non, pas du tout. Les bandes partagées, on peut installer une bande partagée sur, les 3 schémas qui ont été, présentés par Aurore. Mais donc, le schéma 2 convient, évidemment aussi pour installer des bornes individuelles, sur chaque place. Tout à fait. Il y a une question sur la puissance disponible sur le réseau de distribution, d'après ce que j'ai compris. La question c'est: est-ce que la taille des infrastructures, enfin de l'infrastructure, heu, du réseau public, de la métropole est dimensionnée pour toutes ces nouvelles puissances sollicitées? Est-ce qu'il y a une garantie de puissance suffisante? Alors là non plus, je pourrais pas répondre pour le gestionnaire. Je suis désolée. Moi, je peux peut-être Ouais. apporter un complément, là-dessus. Enedis, nous, on a eu des discussions là-dessus avec Enedis qui nous a toujours assuré que oui, que c'était pas, enfin, que le sujet de la puissance n'était pas un problème, enfin, que le réseau était suffisamment, dimensionné pour pouvoir accueillir de nouvelles bornes de recharge en copropriété. Ce qui pose plus problème, c'est quand, tous les véhicules se chargent en même temps et que donc il y a des pics, de demande de puissance, sur le réseau, au même moment, typiquement à 19 ou 20 heures le soir. Voilà, mais sinon on peut, enfin voilà, le réseau est suffisamment dimensionné, oui. Hem, on a une autre question sur les coûts et il y aurait des coûts, oui, alors par exemple, enfin, en l'occurrence sur les coûts, donc pour la solution numéro 2, si vous passez par un tiers investisseur, bah, les coûts pour la copropriété, vous l'avez compris, c'est 0. Après pour la solution 3, donc il y a effectivement une quote-part, hein, sa charge qui Mmh. est pour la partie collective et pour la dérivation individuelle. Donc pour la partie collective, il est très variable en fait en fonction de l'investissement, du gestionnaire du réseau de distribution. Alors, en l'occurrence, il est officiellement entre 400 et 2 000 €, hein, Aurore, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'ai pas En parlé de sachant coût, qu'avec mmh. les aides à devenir, il peut même descendre à 0 pour les premières personnes qui se manifestent dès le début. Donc ça sera des choses qui seront à préciser, quand vous consulterez, Enedis, ou Greenalp si vous êtes sur Grenoble, qui pourront vous expliquer tout ça ou sinon nous on pourra le faire à la LEC évidemment. Et puis pour la dérivation individuelle, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, également. Voilà, c'est entre 300 et Mmh. 500 € en fonction du Mmh. gestionnaire des réseaux de distribution. Ouais, c'est 300 € Et si vous puis faites la demande de dérivation individuelle tout de suite et si vous la faites plus tard quand les travaux sont réalisés, il faut rajouter 100 € pour le nouveau déplacement. Donc si vous avez un projet, demandez la dérivation tout de suite, ça vous coûtera un peu moins cher que de le faire un plus tard. oui, tout à fait. Hem, moi j'ai une autre question qui est, est-ce que donc tu nous as présenté les aides à devenir, est-ce qu'elles sont susceptibles d'évoluer, en 2025? Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que sur la partie, VRD, donc travaux d'extérieur, le le maximum va passer de 3 000 € à 5 000 €. Ensuite, le programme de subvention existe jusqu'à fin 2027. Il y a une enveloppe. Aujourd'hui, les subventions sont de 50 avec des plafonds. On ne sait pas dire pour l'instant si le 50 va rester jusqu'à fin 2027.
Donc, si vous avez des projets, là aussi, tardez pas à les mettre en œuvre, parce que peut-être que dans 1 an, dans 6 mois ou dans 1 an et demi, ce 50 va baisser, on ne le sait pas. Ou que les plafonds peut-être baisseraient. Au fur et à mesure que l'enveloppe est consommée, il peut y avoir des baisses. Et ça, on n'a pas forcément de visibilité, à trop long terme. Donc, voilà. Ce qu'on sait à court terme, c'est que voilà, le plafond du VRD va passer de 3 000 à 5 000 €. Très bien, merci. Merci. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Mathilde Dieudonné de la métropole de Grenoble, qui nous parlera donc, de la recharge sur l'espace public pour qu'on prenne pas trop de retard. Si on a un peu d'avance, à la fin, on pourra revenir sur les quelques questions qui n'ont pas encore été traitées, mais je vous propose d'avancer un peu pour le moment. Il y aura d'autres temps de questions-réponses. Oui, merci Théo. Donc bonjour à tous, je suis Mathilde Dieudonné. Je travaille à la direction transition énergétique et qualité de l'air à la métropole de Grenoble. Et donc je travaille sur le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques de la métropole. Est-ce que vous voyez tous, bien mon écran? Oui, On voit bien ton Parfait, écran. merci. Alors, en préambule, je vais continuer, la petite routine, des questions, en vous posant alors est-ce que je voilà. En vous posant la question, suivante, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser les bornes de recharge publiques? Étant entendu que par borne publique, on entend les bornes situées en voirie, en parking relais ou dans les parkings en ouvrage, parc gamme, donc les parkings qui sont gérés avec EFIA. Alors je vous laisse répondre. Est-ce que moi j'arrive à voir les réponses en même temps? OK. Je vous laisse quelques secondes encore. Là, les personnes peuvent continuer de toute façon à répondre, vont continuer à répondre, au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on a donc, 18 réponses et principalement des personnes qui n'utilisent pas, ces bornes en voirie, mais on a des personnes qui l'utilisent aussi, donc on a 5 personnes qui utilisent ponctuellement, ces bornes et donc pour l'instant 2 personnes qui l'utilisent, régulièrement, en voirie. OK, très bien. Bon, comme ça, voilà, j'espère que ma présentation apportera des informations complémentaires à ceux qui utilisent déjà, les bornes et sinon, peut-être que, des informations utiles à ceux qui les utiliseront, peut-être plus tard. Alors quelques éléments, Juste Mathilde, il y a ton affichage qui a changé, ah, on voit plus en c'est-à-dire? plein écran. Je suis plus en plein écran. Ah moi je le vois en plein écran. Alors comment ça se fait? Hem, mmh mh. Et de quitter le plein écran et de relancer le partage peut-être? Ouais, je vais faire ça. Alors, est-ce que là ça fonctionne? alors non, Mmh. on voit en Non. fait diapo suivante et puis les commentaires sur les diapos. Ah, OK, bon, on va tac. Alors, je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu le faire là. Je recommence une dernière fois et puis sinon, ou je vais Quand non, tu je l'as vais faire lancé au autrement. début, ça a fonctionné. Oui. On voyait bien la slide en plein écran. OK, c'est quand je suis allée sur, le chat pour voir les résultats que là ça a plus marché. Alors, hop, je vais faire autrement. Tac. Ouais. Partage bien, uniquement ta page, PowerPoint, ta fenêtre PowerPoint. Ah voilà, c'est parfait. Là, c'est bon? OK, super. Ouais, c'est tout bon. Alors, quelques petits Merci. éléments, de contexte. Le réseau de bornes de recharge publique de la métropole a été créé, en 2018, suite à l'expérimentation, une expérimentation qui avait eu lieu qui s'appelait Cité Libre Bayamo et donc c'est à cette date-là, que la métropole a mis en place, sa politique d'électromobilité, sur le territoire et donc a réalisé un premier schéma directeur du véhicule électrique qui a prévu, un déploiement de bornes de recharge publique
et également un plan d'action d'accompagnement pour aider le secteur privé à s'équiper en bornes de recharge. Ce schéma directeur a été actualisé en 2023 et a défini un nouveau plan de déploiement de bornes de recharge qui est actuellement en cours de réalisation. Là, je vois un petit peu dans le futur. À partir de 2026, le réseau de bornes de recharge changera de mode de gestion. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je vais vous présenter un petit peu le réseau de bornes publiques tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, vous voyez sur cette carte les bornes de recharge qui existent en voirie et en parking relais. Donc, qui comprennent, pour un réseau total de 349 points de charge, donc, dont 123 sont situés en voirie, donc qui sont installés et gérés par la métropole, 60 en parking relais, donc installés et gérés par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et 166 points de charge installés dans les parkings en ouvrage PEGAM, gérés donc en collaboration avec EFIA. Sur les 60 points de charge en parking relais et les 123 points de charge en voirie, 18 sont dédiés exclusivement à l'opérateur d'autopartage Cities. Donc, c'est uniquement les usagers de Cities qui peuvent utiliser ces points de charge. Je vais vous faire un petit focus sur une expérimentation qui est en cours actuellement et qui vise à tester, à expérimenter des points de charge, des bornes qui ont été installées sur des mâts d'éclairage public, donc des lampadaires. C'est une expérimentation qui a lieu dans le cadre d'un projet européen dont la métropole est partenaire. Donc, c'est une expérimentation cofinancée par l'Union européenne et qui donc, cette expérimentation vise à apporter un service public de recharge dans des zones résidentielles en utilisant une infrastructure et des places de stationnement qui sont déjà existantes, et ce à moindre coût, puisque les bornes sont raccordées à l'éclairage public. Et donc, ça permet de diminuer les coûts d'installation des bornes de recharge, de raccordement notamment. Donc, dans cette expérimentation, il y a 6 bornes qui sont installées sur 5 sites situés à Varsalières-Hérisset et à Claye. C'est des bornes d'une puissance de 3,7 kW, donc on est sur une puissance faible, une recharge lente. L'inconvénient de ça, c'est que les bornes étant dépendantes de l'éclairage public, elles ne sont pas disponibles en journée à Vars. À Vars, on peut uniquement se charger la nuit, c'est-à-dire quand les lampadaires sont alimentés en électricité. En revanche, sur la borne de Claye, la borne est disponible 24 heures sur 24 parce que la borne est raccordée directement à l'armoire électrique. Voilà, donc c'est l'exemple d'une expérimentation un peu innovante qui est mis en place aujourd'hui sur la métropole. Sur le réseau de bornes publiques de demain, tel qu'il sera amené à évoluer. Donc, dans le schéma directeur de bornes de recharge, on a fait des estimations de l'évolution du parc automobile de la métropole de façon à faire des projections en matière de besoins en points de charge sur la métropole, donc à plusieurs horizons de temps et jusqu'à 2030. Donc, on considère qu'en 2030, presque 50% du parc automobile de la métropole sera électrique, donc ce qui comprend le tout électrique ou les hybrides rechargeables. Et donc, c'est ce chiffre-là qui nous a permis d'estimer le besoin en points de charge à 2030. Ce besoin en points de charge ne devant pas être assouvi uniquement en utilisant les bornes de recharge présentes en voirie, mais en priorité en effectuant donc ces recharges à son domicile, donc soit en maison individuelle quand on vit en maison, soit en copropriété. Également sur le parking de son entreprise pour les personnes qui se rendent à leur travail en voiture, sur les parkings relais du SMAG et sur les parkings en ouvrage PEGAM. Donc, le déploiement de l'offre publique sur voirie vise à combler les manques
en offrant donc soit une recharge dite d'opportunité, ça va être la recharge que vous allez faire quand vous avez besoin d'acquérir de nouveau quelques dizaines de kilomètres d'autonomie, quand au cours d'un déplacement, vous avez besoin de finir votre trajet pour retourner chez vous, donc vous pouvez vous recharger quelque temps sur une de ces bornes. Et dans certains cas, ces bornes visent également à répondre à un besoin à proximité des lieux d'habitation qui n'ont pas de possibilité de recharge. Donc, par lieu d'habitation qui n'ont pas de possibilité de recharge, on entend les copropriétés qui n'ont pas de parking, donc qui, par définition, ne peuvent donc pas s'équiper en borne de recharge. Pour toutes les autres copropriétés, l'objectif est bien que ces copropriétés s'équipent en borne de recharge, et c'est pourquoi la métropole finance un accompagnement qui est effectué par l'ALEC, que Théo vous présentera juste après, donc pour aider les copropriétés à s'équiper en borne de recharge. Donc, l'objectif à 2030 est que 1875 points de charge accessibles au public soient installés, dont environ 1000 à déployer sur l'espace public, c'est-à-dire sur la voirie et les parkings relais. Quand je parle de points de charge accessibles au public, donc j'entends la voirie, les parkings relais, mais également les bornes de recharge qui sont sur des parkings accessibles au public, donc librement. Typiquement, les parkings des centres commerciaux, des grands centres commerciaux, enfin, ou des différents magasins. Voilà, ou également des aires de recharge privées. Du coup, donc en 2030, ce sera sur l'espace public, ce sera donc 1000 points de charge qui seront installés, dont on a l'objectif d'installer. Jusqu'à fin 2025, ces bornes en voirie seront installées par la métropole. À partir de 2026, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, on changera de mode de gestion. Ces bornes seront installées par un opérateur privé. À qui la métropole octroiera des autorisations d'occupation de l'espace public, et c'est lui qui installera et gérera ses propres bornes. En revanche, les bornes actuellement existantes et qui continueront à être installées jusqu'à fin 2025 continueront à être exploitées en direct par la métropole. Un petit focus sur la recharge et comment se recharger sur les bornes de recharge métropolitaines. Donc, vous avez différents types de bornes disponibles, différentes puissances sur des bornes dans le réseau de bornes publiques. Donc, vous voyez, pour les puissances, vous avez des bornes de 7 kW ou de 22 kW, 22 ou 25 kW. Sur lesquelles on peut se charger le plus souvent en courant alternatif, donc c'est les bornes AC, et sinon en courant continu, c'est les bornes DC. Donc sur les bornes en voirie, vous avez les bornes historiques que vous voyez en haut à gauche, historiques, les plus anciennes qui ont été installées il y a le plus longtemps sur la métropole, et qui sont des bornes donc, en courant alternatif de 22 kW ou de 7 kW pour certaines. Il y a des bornes plus récentes qui ont été installées, donc qui sont également en courant alternatif avec une puissance de 22 kW, comme les bornes totales que vous voyez en haut à droite, et des bornes Itotem, donc de la marque Itotem, de 22-25 kW, qui proposent du courant alternatif et du courant continu que vous voyez en bas à droite. En bas à gauche, vous voyez les bornes en parking relais, qui sont toutes des bornes de 7 kW en courant alternatif, parce que l'objectif des parkings relais, c'est de permettre aux personnes de pouvoir garer leur voiture et de terminer leur trajet avec un autre mode de déplacement, comme les transports en commun ou autres. Et donc, on considère que les voitures vont rester stationnées un certain temps, et qu'il est donc possible, que donc une puissance faible de 7 kW est suffisante pour permettre à ces personnes de recharger leur véhicule. Alors, comment se recharger? Les bornes en voirie et en parking relais sont toutes gérées par un même prestataire qui a une plateforme qui s'appelle Alizé Charge. Et donc, la procédure pour se recharger sur les bornes en voirie et en parking relais est la même. Donc soit vous vous abonnez pour vous recharger, soit vous décidez de vous recharger sans être abonné. Quand vous êtes abonné, vous avez une tarification plus avantageuse, j'y reviendrai juste après. Donc pour vous abonner, soit vous vous rechargez avec la carte Oura,
soit en passant par l'application Alizé que vous téléchargez sur votre téléphone. Dans les deux cas, vous devez créer votre compte sur la plateforme Alizé Charge, vous renseignez vos coordonnées bancaires. Si vous utilisez une carte Oura, soit vous êtes déjà détenteur d'une carte Oura, parce que vous l'utilisez pour les transports en commun, et dans ce cas-là, vous l'activez en renseignant le numéro qui est sur la carte sur votre compte sur la plateforme Alizé. Soit vous utilisez donc l'application Alizé, et auquel cas vous n'avez pas besoin d'activer de carte. Je précise que pour l'activation de la carte, parfois il y a besoin de l'activer manuellement. Il y a parfois des bugs informatiques qui font que vous n'arrivez pas à l'activer. Dans ces cas-là, il faut appeler la hotline et eux, ils vous l'activent en direct. La carte Oura, donc vous pouvez utiliser celle que vous avez déjà, et sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez la commander sur la plateforme Alizé également. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous pouvez utiliser la carte Oura, donc auquel cas il faut également l'activer, ou la carte d'un autre réseau, par exemple ChargeMap ou autre. Vous pouvez également utiliser l'application Alizé. Et sinon, vous pouvez utiliser le QR code, vous pouvez scanner le QR code qui est présent sur la borne, ce qui vous évite d'avoir à créer un compte et de renseigner vos coordonnées bancaires. Là, vous passez uniquement par le QR code et c'est juste un one-shot. Pour ce qui est des bornes dans les parkings Pégam, là la procédure est un peu différente parce que c'est des bornes gérées par un autre exploitant. Et donc dans ce cas-là, je vous invite à aller sur la page des parkings Pégam qui est indiqué ici pour avoir plus d'informations sur la procédure. Pour ce qui concerne, alors, avant d'aller là, pour ce qui concerne la tarification, aujourd'hui vous avez une tarification qui est en place, qui va évoluer au 1er janvier 2025. Donc c'est la tarification que je vais vous présenter maintenant. L'évolution de cette tarification, elle a un double objectif. C'est d'une part de permettre de couvrir en partie l'augmentation des coûts de l'électricité que la métropole a subi sur les bornes de recharge en 2024. Depuis le 1er janvier 2024, les coûts de l'électricité ont presque doublé pour la métropole. Ça s'est fait de manière un petit peu retardée par rapport aux hausses générales des coûts de l'énergie qui ont touché tout le monde. Nous, ça a été à partir du 1er janvier 2024. On répercute seulement en partie cette hausse à partir du 1er janvier 2025. Le deuxième objectif de cette nouvelle tarification, c'est de corriger certaines inégalités qui étaient à l'œuvre avec la tarification actuelle, notamment aujourd'hui, quand une personne qui se charge sur une borne de 7 kW ou sur une borne de 25 kW en courant continu, elle va payer la même tarification, le même tarif au kilowattheure, alors que le service rendu n'est pas le même et qu'en plus, elle va mettre plus de temps à se charger sur une borne 7 kW et du coup, elle va payer une tarification à la durée plus importante. Donc, on a voulu aussi corriger ces dysfonctionnements-là. Donc la nouvelle tarification qui entrera donc en vigueur au 1er janvier 2025, c'est la suivante. Enfin, vous la voyez sous vos yeux. Vous voyez les différentes catégories de bornes pour lesquelles donc, il y a une tarification différente. Donc vous avez les bornes en voirie sur candélabres, lampadaires, les bornes en parking relais et les bornes dans les parkings parc gamme. Donc pour ce qui concerne les bornes en voirie, l'abonnement à 6 € par mois reste toujours le même, ça ne bouge pas. Le principal changement, c'est que vous avez une augmentation du coût du kilowattheure. Quand vous étiez abonné avant, c'est-à-dire encore maintenant, jusqu'à la fin de l'année, vous payez 25 centimes par kilowattheure. Ce tarif passe à 29 centimes le kilowattheure quand vous êtes abonné. Pour les non-abonnés, il était de 45 centimes, il passe à 49 centimes. Tout ça pour si vous vous rechargez sur les bornes en courant alternatif, les bornes AC. En revanche, ce coût au kilowattheure, il passe à 39 centimes pour les abonnés et 59 centimes pour les non-abonnés sur les bornes en courant continu, les bornes DC. Puisque là, on considère que le service rendu n'est pas le même, et en plus, c'est des bornes qui coûtent beaucoup plus cher à la collectivité, en investissement, que les bornes en courant alternatif. À ce coût au kilowattheure s'ajoute un coût au temps, donc vous payez à la durée également.
Donc, vous allez avoir des tarifs différents en fonction de la zone où vous vous trouvez. Donc, vous avez 3 zones qui ont été définies, la zone hypercentre, la zone centre et la zone périphérie, avec un tarif différent en fonction du temps, donc qui est comptabilisé par tranche de 30 minutes. Ce tarif au temps, il suit à peu près, et en tout cas les zones suivent les zones de stationnement payant que vous avez. Donc voilà, on a essayé de garder une certaine cohérence avec les zones en stationnement payant qui existent. Sur les bornes sur candélabre, que vous soyez abonné ou non abonné, de même que sur les bornes en parking relais, c'est le même tarif, donc avec un tarif qui passe donc de 25 centimes du kilowattheure à 29 centimes, donc sans tarification à la durée. Et pour les bornes en parking P-GAM, là, vous avez un système qui est un petit peu différent. Donc, pour les abonnés, vous avez un forfait stationnement qui donne droit à une recharge illimitée. Donc, si vous êtes résident, vous payez 105 €. Si vous êtes non résident, vous payez 170 €. Et donc, ça vous permet de recharger de manière illimitée, par mois, hein, j'entends. 105 € par mois, 170 € par mois, ce qui vous permet donc de stationner, de garer votre véhicule dans ces parkings, et en plus d'avoir droit à une recharge illimitée. Si vous n'êtes pas abonné, le tarif reste le même, c'est-à-dire que c'est 1,50 € par session, plus 45 centimes du kilowattheure. Ici, je vous donne quelques informations sur, j'ai fait quelques simulations pour vous permettre de comparer les prix en fonction des différents endroits où vous vous chargez. Considérant qu'une voiture électrique consomme de 15 à 18 kWh pour réaliser environ 100 km. Donc déjà, vous allez mettre sur une borne DC 25 kW pour recharger votre batterie pour la faire passer de 20 à 80% de charge, vous allez mettre environ 1h30. Sur une borne AC 7 kW, vous allez mettre environ 4 heures. Donc ça voilà, vous voyez aussi que la borne DC 25 kW est bien sûr plus rapide que la borne AC 7 kW. Donc, combien ça va vous coûter de recharger votre véhicule pour réaliser, sur une base de 15 kWh, donc qui vous permettra à peu près de réaliser 100 km. Donc, à domicile, vous paierez environ 3 €. Sur l'espace parking relais, sur une borne AC 7 kW, que vous soyez abonné ou non abonné, vous paierez 4,35 €. Sur l'espace public en voirie, sur une borne AC/DC 22-25 kW, donc si vous vous chargez sur le point de charge AC, donc courant alternatif, 22 kW, si vous êtes abonné, vous paierez de 4,35 € à 7,35 € en fonction de la zone où vous vous trouvez, puisque la tarification est différente en fonction de la zone, si vous êtes dans l'hypercentre, dans le centre ou en périphérie du territoire métropolitain. Pour les non-abonnés, vous paierez de 7,35 € à 10,35 €. Donc également, cette différence est due à la zone où vous vous trouvez. En revanche, si vous vous chargez sur le point de charge DC, donc courant continu 25 kW, les abonnés paieront de 8 à 9 € et les non-abonnés de 11 à 12 €. Donc si vous voulez comparer avec un plein d'essence, si vous chargez votre véhicule en essence pour l'équivalent de 100 km, en considérant que le litre coûte 1,70 €, vous en aurez pour 11,90 €. Voilà, ça vous permet un peu d'avoir des ratios suite à cette tarification. Voilà pour moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'imagine qu'il y en a pas mal dans le chat. Merci, merci Mathilde. Effectivement, on a quelques questions. Là, on a une première question sur les bornes de recharge publiques sur le domaine universitaire, qui est très peu raccordée actuellement. Est-ce que tu as des éléments à nous donner sur le déploiement de bornes sur ce domaine-là? Oui, alors il est prévu d'installer des bornes de recharge, y compris en 2025, sur le campus. Là, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais sachant que, en 2025, en fait, ça passe assez vite. La métropole va avoir des marges de manœuvre pour installer
un certain nombre de bornes de recharge jusqu'à fin 2025. Et puis après, ce sera l'opérateur privé qui continuera à en installer. Donc là, je ne peux pas m'engager pour lui, parce qu'il n'est pas encore sélectionné, et ça sera lui qui fera aussi des propositions en matière d'emplacement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, oui, il est prévu d'installer, est-ce que c'est une ou deux bornes sur le campus, voilà, mais il y en aura quelques-unes en plus. Bien, merci. Une autre question, peut-on utiliser des cartes Total, donc qui sont pour les véhicules pro, sur ce réseau? Oui, alors, normalement, il y a la loi qui dit que toutes les bornes doivent être interopérables. Donc l'interopérabilité, c'est le fait de permettre, que les bornes puissent, se recharger avec les bornes, avec les réseaux, avec les badges, d'autres, réseaux, de bornes. C'est-à-dire qu'en théorie, normalement, c'est la loi qui dit que, on peut se recharger avec une carte d'un autre réseau, sur les bornes de la métropole et inversement. Que les badges du réseau de la métropole permettent de se recharger sur des bornes d'autres réseaux. Après, dans la réalité, ça arrivait qu'on ait des remontées, d'usagers qui disaient qu'il y avait des bugs, techniques, que ça fonctionnait pas. Donc c'est pour ça dans ces cas-là, il faut nous faire remonter, ce problème-là, parce dans ces cas-là, on met tout en œuvre pour le résoudre, mais en tout cas, normalement, oui. D'accord, merci. Il y a une question sur l'abonnement. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un abonnement ou est-ce qu'on peut simplement, faire la recharge, ponctuelle à certains moments, Donc c'est ce que tu présentais, les tarifs sont pas les mêmes, c'est ça? Oui, oui, en effet, donc on peut tout à fait, se recharger sans être abonné. C'est juste qu'en effet, vous paierez plus cher, si vous n'êtes pas abonné. Alors si je remets la hop, tac, je sais pas si vous le voyez là, mon écran? Oui. Ouais. Vous pouvez vous recharger, vous voyez, la différence, vous avez la première colonne tarif abonné, la deuxième colonne tarif non abonné, donc vous payez plus cher si vous n'êtes pas abonné, et vous pouvez vous recharger, avec, donc soit la carte Oura ou la carte d'un autre réseau, soit l'application, Alizé, donc c'est l'application de notre prestataire que vous téléchargez sur votre téléphone, et soit, en scannant le QR code qui est présent sur la borne. Donc vous pouvez tout à fait, vous n'êtes absolument pas obligé de vous abonner, pour vous recharger sur les bornes. En revanche, si vous souhaitez, vous recharger, en passant par l'application, vous devez créer votre compte, donc renseigner vos coordonnées bancaires. Ça vous fait pas, vous paierez uniquement, le prix de votre charge, pas d'abonnement dans ce cas-là. Merci. Il y a une autre question sur les bornes alizées, sont-elles disponibles pour une installation en copropriété ou sont-elles exclusivement destinées à l'espace public? Alors nous, on a un marché avec notre prestataire, hein, qui est Bouygues Energies et Services, c'est lui qui se trouve derrière, Alizé. On a un marché avec eux, et donc ils installent des bornes, sur l'espace public dans le cadre de ce marché. Si après vous décidez, si une copropriété est intéressée pour installer des bornes, les mêmes bornes, mais en fait, les bornes Alizé, c'est même c'est plus le service, de mobilité que les bornes elles-mêmes. Les bornes, on a des bornes de différents, fabricants. Donc comme service de mobilité Alizé, je dirais non, je pense pas que ce soit possible, dans le cadre d'une copropriété. Eux, ils interviennent vraiment en territoire public. Ils interviennent pour le compte de collectivités, de syndicats d'énergie, de choses comme ça. Pour des particuliers, je pense pas. Faudrait leur poser la question Ouais. directement, mais ça m'étonnerait. Ouais. Effectivement, il me semble pas qu'ils interviennent en copropriété, après il y a un certain nombre d'autres opérateurs de recharge qui, eux, interviennent spécifiquement en copropriété. Donc on pourra évidemment, si vous revenez vers l'ALEC, vous fournir une liste d'opérateurs, qui sont, labellisés Advenir et qui pourront, répondre à vos besoins en copropriété. On a une autre question sur, est-ce qu'il y a des, plannings de travaux de déploiement par quartier? Heu, à l'heure actuelle, j'imagine que tu as la vision, après pour une fois que ça passera, sur le privé, Alors un peu moins? oui, c'est ça. À partir de 2026, là, je me prononcerai pas. Jusqu'à fin 2025, alors pour être tout à fait honnête, on avait un plan de déploiement, donc jusqu'à fin 2025 avec, les bornes, identifiées, avec leur emplacement, clairement défini, donc c'était même pas par quartier, on avait les emplacements précis. On est dans une période
de restrictions économiques et en fait, il se peut qu'on ne puisse pas installer toutes les bornes qu'on avait prévu d'installer en 2025. C'est pour ça que je me garderai bien de vous dire, de vous répondre de manière certaine sur quelles bornes vont être installées à quel endroit, parce qu'on est en train de nous demander de réduire le nombre de bornes pour des raisons économiques, le nombre de bornes qu'on installera. Donc aujourd'hui, en fait, il faut qu'on redéfinisse les emplacements, enfin qu'on décide quel site on conserve et quel site on conserve pas, sachant que de toute façon, pour ceux qui ne sont pas conservés, ils seront, enfin nous, dans l'opérateur privé qui sera sélectionné via un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire c'est une mise en concurrence entre différents opérateurs, enfin des candidats qui souhaiteront répondre à l'appel. Nous, on leur demandera d'être le plus cohérent possible avec les préconisations du schéma directeur. Donc voilà, après, ça sera, je dirais, un travail de négociation avec lui pour qu'il installe le plus possible là où on estime qu'il y a un besoin et non pas uniquement là où c'est le plus rentable pour lui, parce que sinon il n'y en aurait qu'en centre-ville. Mais donc on essaiera de faire en sorte que tout le territoire soit maillé le plus possible. Très bien, merci. Je vais prendre peut-être une dernière question. Il y a des véhicules thermiques qui peuvent, parfois donc se faire, ventouse sur ces places-là et donc prendre la place de véhicules, électriques, qui voudraient se recharger. Donc est-ce qu'il y a des systèmes enfin, pour empêcher, Oui, alors ça, c'est un sujet ce phénomène? qui est récurrent depuis le début et qui est très difficile à traiter. Alors déjà, il y a aujourd'hui, c'est interdit pour les véhicules thermiques de se garer devant les bornes de recharge. Donc la police municipale, elle peut passer et mettre des contraventions aux véhicules concernés. C'est pas suffisant, ça résout pas tout le problème. Et on le voit en plus qu'il y a beaucoup de véhicules qui se garent là juste 10 minutes, le temps de faire une course, et puis pour les personnes, et puis donc la police municipale n'a pas le temps d'intervenir. On avait pensé à un système de boucle de détection installé sur les places devant les bornes. Donc c'est un câble qui est mis dans le sol et qui permet de remonter l'information comme quoi la place est occupée ou pas. Et donc ensuite, la borne, elle permet de voir, de faire le lien entre s'il y a un véhicule qui est branché ou pas sur la borne, et donc ça lui permet de voir si c'est un stationnement abusif ou pas. Et dans ce cas-là, l'information pourrait remonter, mettons, à la police municipale voilà, et qui pourrait intervenir sur place. C'est un sujet auquel on réfléchit. Il y a même en fait certaines boucles de détection qui ont déjà été mises en place. Il y a eu des bugs techniques, donc on n'a pas, voilà, pour l'instant, elles ne sont pas encore fonctionnelles. Et en plus, on s'aperçoit avec des retours d'expérience que c'est pas forcément très efficace. En fait, avec le temps d'intervention de la police municipale, la personne est déjà partie. Enfin voilà. En tout cas, on l'a en tête. On réfléchit à ça, mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que les tournées classiques de la police municipale. D'accord. En sachant qu'il y a aussi effectivement, c'est les remarques qu'il y a dans le chat, des véhicules électriques, voire ou hybrides rechargeables qui peuvent elles aussi, stationner toute une journée entière, sur ces Oui, places alors que leur recharge est terminée depuis, plusieurs heures. oui. Alors ça, si le véhicule il est toujours branché, il va payer cher. C'est l'objet de la tarification à la durée. À l'origine, quand on a introduit une tarification à la durée, c'était pour inciter à une plus grande rotation des véhicules, c'est-à-dire que quand les personnes avaient fini de charger, qu'elles soient incitées à quitter la place pour laisser la borne à d'autres usagers. Donc, ça, pour le coup, c'est relativement efficace. On a quand même les charges le plus souvent, sont pas très longues, enfin, excèdent pas quelques heures. Après, il peut y avoir
des abus, enfin des gens qui on m'a déjà raconté que il y avait des gens qui faisaient semblant de brancher, donc c'est des véhicules électriques qui se mettaient devant la borne, ils tiraient le câble et puis ils mettaient et en fait ils se branchaient pas, ils allaient pas jusqu'au bout. Mais du coup de l'extérieur ça se voyait pas en fait. La police qui passe, elle va pas voir que le véhicule est pas branché pour de vrai et la personne par contre donc ne l'est pas et donc ne va pas payer la tarification à la durée, enfin elle va rien payer. Puis et voilà et de l'extérieur, enfin il faut vraiment aller regarder de près et être avisé pour voir qu'en fait, le véhicule n'est pas branché. Donc effectivement, là-dessus, c'est des abus que, après, c'est un peu le sens civique aussi des usagers. Peut-être que ça quand, quand, quand ça rentrera un petit peu plus dans la routine des comportements et les gens peut-être aussi s'auto-réguleront mieux. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas tellement la possibilité de freiner ces abus-là. Bien, merci Mathilde pour ces réponses. On n'a pas vraiment le temps de prendre d'autres questions pour le moment. Je vais enchaîner sur la présentation. Néanmoins, évidemment, si vous avez d'autres questions, auxquelles on n'a pas répondu et auxquelles vous attendez une réponse, évidemment, on vous enverra, les supports de présentation et différents documents, mais aussi les coordonnées des intervenants. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à la suite du webinaire pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors je vais reprendre la main maintenant et repartager mon écran. Hem Tac, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait, merci. Hem, vous ne voyez pas mon écran là? C'était reparti. On le voyait. C'est reparti. Alors, désolé, petit souci. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, oui, vous l'avez vu, il y a une volonté de la métropole de Grenoble de déployer, des bornes de recharge pour l'espace public, mais, évidemment, ça a vocation à rester de l'appoint, et donc ça sera un peu limité. Mais, il y a d'autres actions que mène la métropole de Grenoble pour, accompagner cette transition vers l'électrique. Et donc, il y a une mission qui a été confiée à l'ALEC, d'accompagner les copropriétés du territoire dans leur, projet d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc en 2 mots, l'ALEC, donc c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est une société publique locale et notre rôle, c'est de contribuer à mettre en œuvre la politique de transition énergétique de la métropole de Grenoble et donc on agit sur tout le territoire métropolitain, sur les 49 communes de la métropole et concrètement notre rôle, c'est, de faire de l'information, la sensibilisation, du conseil, de l'accompagnement sur, tous les projets qui touchent à la transition énergétique. Donc aussi bien sur la rénovation énergétique, des logements, sur la performance, énergétique des bâtiments, sur, l'accompagnement des collectivités dans leur plan de, climat, air, énergie. Voilà, on fait aussi de la formation, de l'outillage et auprès de tout type de public sur la métropole de grenobloise, donc les habitants en copro, en maison individuelle, les collectivités, les bailleurs sociaux, les entreprises, voilà un peu tout le monde. Donc on est une soixantaine de personnes et on est basé à Saint-Martin-d'Hers. Et donc, on travaille principalement sur le volet de la rénovation énergétique des bâtiments, mais, aussi sur d'autres sujets et notamment, sur ce sujet de l'IRVE. Donc, il y a cette mission, comme je vous ai dit, qui nous a été confiée par la métropole de Grenoble en début 2022, pour, créer et accompagner, accompagner créer un dispositif d'accompagnement et donc mettre en place ce dispositif pour pouvoir accompagner les copropriétés du territoire métropolitain, dans leur projet d'installation, de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc on a eu toute une phase de construction de ce dispositif parce qu'on est les 1ers en France à l'ALEC, parce qu'il y a des ALEC, il y en a un peu partout en France. On était un peu les premiers à se lancer sur ce dispositif d'accompagnement. Donc on a dû, se renseigner beaucoup, faire beaucoup d'entretiens surtout et rencontrer un peu tous les acteurs de cet écosystème, IRVE pour savoir un peu comment s'articulaient, ces différents acteurs. Donc on a rencontré des opérateurs de recharge, des électriciens, des installateurs, des gestionnaires de réseau.
des bureaux d'études aussi pour, voilà, comprendre comment ça s'articulait, comprendre comment nous, on pouvait s'insérer dans cet écosystème et faire en sorte de pouvoir, faciliter et accélérer les projets d'installation de bornes pour les copropriétés. Donc, tout ça nous a permis de mettre en place, un dispositif d'accompagnement donc, depuis octobre 2022 et donc on est, aujourd'hui en mesure de proposer 2 niveaux d'accompagnement. Donc si un copropriétaire, un conseiller syndical ou un syndic a une question spécifique ou ponctuelle, sur la recharge en copropriété, on peut y répondre par mail ou par téléphone. Donc c'est vraiment pour des demandes, ponctuelles sur le cadre réglementaire, sur les démarches, les solutions techniques ou financières, les professionnels à contacter, l'analyse de devis, voilà. Toutes ces choses-là, on peut vous aider à le faire et surtout, ce qu'on essaye de faire, au maximum, c'est, d'accompagner sur des projets concrets pour pouvoir, accélérer l'apparition de points de recharge et donc là, sur des projets concrets, les copropriétés peuvent nous solliciter pour qu'on puisse, les accompagner sur tous leurs projets et donc rencontrer le conseil syndical, avoir différents temps de réunion, en fonction des besoins, faire une visite des parkings, faire une pré-étude, faire une restitution de cette visite, avec un, mmh, un petit rapport de visite avec, qui fait le bilan un peu des solutions, techniques, qui semblent les plus adaptées, pour la copropriété et pour les besoins. On peut aider à consulter les entreprises, en fonction de ses besoins, on peut analyser les offres et les devis reçus, et on peut intervenir en assemblée générale pour pouvoir, présenter un peu à toute la copropriété, le projet en cours, heu, expliquer ce que ça va impliquer, d'un point de vue technique et d'un point de vue financier pour la copropriété et pour les utilisateurs par la suite et puis répondre aux questions pour faire en sorte que tout le monde, arrive au moment du vote et qu'ils aient bien cerné le projet et qu'ils votent, plus facilement. Donc à l'heure actuelle, on a, 91 copropriétés qui sont inscrites à cet accompagnement plus concret, bon complet, et qui sont en cours d'accompagnement et on a un peu plus d'une vingtaine de copropriétés qui ont voté déjà, positivement un projet collectif en assemblée générale. Donc avec les 3 schémas qu'on a vus, enfin, heu, qu'on a vu tout à l'heure avec Aurore, quoi. Donc voilà, c'est assez abstrait ce qu'on vous raconte tout à l'heure, sur les installations en copropriété. Donc là, quelques photos pour que vous puissiez un peu, ça illustre un peu, ces différents schémas d'installation. Donc là, c'est sur le schéma numéro 2, si vous vous rappelez, c'est le fait de créer un nouveau point de livraison et d'installer un tableau de distribution derrière qui permet d'installer, en étoile donc, hem, une borne par place de stationnement. Et finalement, visuellement, ça serait un peu la même chose si on est sur le schéma 1, sur lequel on vient se raccorder sur les communs. C'est simplement, ce serait pas un nouveau point de livraison, mais le point de livraison, des communs. Donc on voit le point de livraison, il y a un tableau électrique en aval du PDL, du point de livraison, et on voit le cheminement des câbles aussi. Voilà, avec, la borne de recharge qui est sur la droite. Pareil, ça c'est pour une autre copropriété qui a fait installer, la solution numéro 2, avec un opérateur de recharge. Donc on voit le tableau électrique, sur la gauche, en aval du nouveau point de livraison, et la borne de recharge murale sur la droite. Là, c'est quelques photos, de la solution 3, donc en colonne horizontale, qui est l'extension du réseau de distribution. Donc on voit l'artère principale qui est au milieu, donc sur la photo de gauche et avec les différentes dérivations individuelles, donc les câbles noirs qui partent, latéralement pour aller alimenter, chaque box avec un compteur Linky, individuel et la borne derrière. C'est ce qu'on voit sur la photo de droite. Et donc pareil sur ces photos, là ça illustre un peu l'arrivée de la nouvelle colonne horizontale, et le coffret, au milieu. Donc là, on est sur des places qui sont pas, des box fermées, qui sont des places attitrées mais, ouvertes et donc il y a la possibilité de mettre des coffrets qui contiennent, le compteur, et la borne de recharge dans ce même coffret. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement de l'ALEC. Je vous ai remis quelques liens utiles, dans ce PowerPoint que je vous enverrai évidemment. Donc, il y a un lien vers le guide complet de l'AVER France qui est enfin voilà, qui est très précis et très bien fait, donc je vous incite à aller le lire, vous aurez plein d'informations. Il y a le lien aussi vers, plein de fiches, de l'AVER, donc sur le site, Je roule en électrique, que vous pouvez consulter et des informations sur les aides financières sur le site, Advenir. Donc je vous ai aussi mis, en bas quelques informations. Si vous voulez un premier niveau d'information et que vous voulez nous contacter à la LEC, il y a le numéro qui est inscrit en rouge ici
Et pour être accompagné, donc il y a le lien vers le petit formulaire d'inscription que vous pouvez remplir. Comme ça, on reprend contact avec vous et on prévoit, la visite de la copropriété et puis, tout l'accompagnement que je vous ai présenté. Voilà, merci pour votre écoute et je vais prendre quelques questions maintenant, donc je vais arrêter le partage et aller voir les quelques questions. Hem, donc on a, une question sur les fourchettes de coûts pour l'installation d'une borne. En fait, tout dépend de quelle solution vous choisissez. Une borne en général, enfin et ça dépend si vous l'achetez directement auprès d'un opérateur ou si vous l'achetez, auprès d'un fournisseur. Mais, pour une prise renforcée, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros, si vous la faites installer par un électricien, qualifié IRVE. Pour une borne, les tarifs actuels, en l'occurrence des opérateurs de recharge, c'est de l'ordre de 1 800 €, on va dire, 1 850 € pour une borne, en sachant qu'il y a un crédit d'impôt de 500 € qu'on vient déduire et les aides à devenir de 600 €. Donc on enlève 1 100 €, donc pour une borne de 7,4 kW, on est à peu près, autour de 750 €, de reste à charge pour le copropriétaire. Hem, alors oui, on a une question: «Est-ce que l'ALEC facture ses services?» Alors évidemment non, je l'ai pas précisé, mais donc on est une société publique locale, donc on assure un service public, donc évidemment, tout notre accompagnement et donc tous les services de l'ALEC, y compris ce service IRVE, donc pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, est complètement gratuit. Heu, on est financé par la métropole de Grenoble. Donc on a le devoir de rester également neutre et indépendant. Donc on n'a aucun partenariat avec des opérateurs, avec des électriciens ou installateurs. On est à la fois gratuit et indépendant. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Bien, s'il y a pas d'autres questions, je vais passer à la conclusion. Exemple de coût d'installation en copro de 20 places. Alors pour la copropriété, en fait, ça comme l'a présenté Aurore Compte, ça dépend du schéma électrique ou de l'installation que vous choisissez. Pour la première solution et ben, ça dépend s'il y a de la place sur les communs, vous allez, donc là, pour 20 places de stationnement, effectivement, c'est un peu trop pour mettre sur le point de livraison des communs. Donc il y a plutôt 2 solutions qui s'offrent à vous. C'est soit il y a, vous demandez au gestionnaire du réseau de distribution, donc Enedis ou Greenalp en fonction de la commune sur laquelle vous êtes, d'ouvrir un nouveau point de livraison. Donc ça sera auprès de la copropriété et d'installer un tableau de distribution derrière pour pouvoir accueillir les différentes places. Ou alors vous faites ça, heu, avec un opérateur de recharge qui lui viendra complètement investir pour ces frais-là et donc c'est gratuit pour le syndicat des copropriétaires. Donc vous l'avez vu, il y a des solutions qui sont sans reste à charge pour la copropriété. Si vous faites appel à un opérateur privé, ce dernier a une solution clé en main et donc il y a aucun budget à voter en assemblée générale. La copropriété en tant qu'entité n'a rien à payer et c'est uniquement les personnes qui voudront accéder à la recharge qui paieront, leur borne et après qui paieront un abonnement mensuel en fonction, heu, de leur consommation. Et après pour la solution numéro 3, on l'a vu, c'est variable en fonction du nombre de personnes qui se manifestent et en fonction des coûts, qui auront été investis par le gestionnaire du réseau de distribution. Alors est-ce qu'on peut aider une copropriété sur Champs-Rousses? Non, l'ALEC de Grenoble, est en mesure d'accompagner uniquement les communes de la métropole de Grenoble. Donc c'est les 49 communes de la métropole de Grenoble. En dehors de la métro, on n'est pas en mesure d'accompagner, heu, les copropriétés. Y a-t-il des incitations pour intégrer des énergies renouvelables solaires à un projet de recharge électrique? Heu, non, il y a aucune incitation qui permette de lier les 2. Aujourd'hui, le solaire photovoltaïque en copropriété, c'est un peu compliqué. Hem, il y a parce que comme l'a dit tout à l'heure Aurore, la recharge de véhicules électriques, elle se fait, souvent la nuit et la production solaire se fait souvent la journée. Donc soit il y a du stockage local, via une batterie, mais c'est très cher. Hem
C'est pourquoi c'est vraiment plus intéressant de faire de la revente totale et de réinjecter l'énergie produite sur le réseau pour pouvoir, simplement, voilà, revendre votre électricité et puis, racheter l'électricité après, hem, pour la recharge de véhicules électriques. Si vous avez des questions sur le PV, on a un webinaire qui est en ligne, sur la page YouTube de l'ALEC, donc vous aurez des infos là-dessus. Donc une copro de 225 lots avec 2 silos, sur 2 niveaux avec 60 emplacements privés par niveau. Il devrait y avoir un décret de l'État qui devait prendre en charge le génie civil pour réaliser ces travaux. Alors, je pense qu'en fait, c'est une référence au préfinancement du gestionnaire de réseau de distribution. Je suppose que c'est Ouais, ça et votre échange avec GEG devait dater un peu. Enfin, ou Greenhalgh, je sais plus qui c'était. avec Greenhalgh, ouais. Ouais. Et du coup, oui, oui, le Effectivement, décret est sorti depuis un moment. ouais, effectivement, donc le décret pour ce préfinancement qu'a évoqué Aurore, est sorti en septembre 2022. Alors il a mis du temps à arriver parce qu'il y avait des arrêtés d'application qu'on attendait pour pouvoir, préciser un peu les modalités d'application de ce décret. Néanmoins, ils sont maintenant sortis depuis, peu plus d'un an et là, depuis plusieurs mois, les gestionnaires réseaux sont en mesure de proposer effectivement ce préfinancement. Donc avant, c'était, partiellement préfinancé, maintenant ça l'est, il y avait une prise en charge par le TURP. Maintenant, c'est complètement préfinancé donc pour reparler des coûts, effectivement, si vous faites préfinancer l'infrastructure, la copropriété n'a rien à payer en tant qu'entité, mais chaque personne qui voudra avoir un compteur, communicant dans son box ou sur sa place, devra payer une quote-part, à la fois pour l'infrastructure collective et pour sa dérivation individuelle. Par contre, après, effectivement, il y aura le choix de sa borne, il y aura pas de dépendance d'un opérateur, il y aura le choix de son fournisseur d'électricité et la personne pourra installer une prise renforcée ou une borne, à ses frais. Il permet aussi, comme l'a mentionné Aurore, d'électrifier le bloc sous la place, un peu au-delà de la recharge et donc ça permet aussi de répondre à des besoins d'électrification, de personnes qui voudraient simplement électrifier, heu, la porte, mettre la lumière au plafond, mettre une prise, classique, dans le box. Bien, je vois pas d'autres questions, donc je vais essayer de conclure ce webinaire. Hem, donc vous l'avez vu, avec la présentation de Mathilde, donc il y a une volonté évidemment de la métropole de Grenoble, d'accompagner, le développement de la mobilité électrique, qui a lieu, donc en augmentant le nombre de points de charge, sur l'espace public. Donc vous avez vu ça sera assez conséquent, mais ça permettra pas de recharger, dans les prochaines années tous les véhicules électriques. Ça a vocation à rester uniquement de la recharge d'appoint, parce que le vrai enjeu, il se fait à domicile. C'est vraiment à domicile que, c'est à la fois le plus pertinent parce que vos véhicules, vont stationner toute la nuit, sur votre place de stationnement et le moins cher aussi, pour la recharge de véhicules, que c'est évidemment moins cher de recharger, sur une borne, qui est à votre domicile. Donc voilà, la recharge en voirie va rester de l'appoint et donc l'enjeu, c'est surtout de développer la recharge en copropriété et c'est le choix qu'a fait la métro aussi, c'est pour ça qu'ils financent, l'ALEC pour accompagner les copropriétés pour développer de la recharge en copropriété. Et vous l'avez vu avec la présentation d'Aurore, il y a tout un tas de solutions qui existent, à la fois des solutions techniques qui peuvent être plus ou moins pertinentes en fonction de, heu, la configuration de la copropriété en fonction des besoins et des solutions de financement, qui peuvent aussi, varier avec préfinancement, avec des solutions avec des tiers investisseurs. Il y a des solutions sur lesquelles la copropriété peut elle-même investir, dans l'infrastructure. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué de voir ça clairement, et d'identifier ce qui semble le plus pertinent, à la fois pour la configuration de vos parkings et pour vos besoins. Et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir, une entité comme l'ALEC, qui peut gratuitement, vous accompagner, vous conseiller, vous aider à y voir plus clair, à mobiliser aussi le conseil syndical, la copropriété, à consulter les entreprises, à analyser les devis reçus, à les comparer et à expliquer tout ça en assemblée générale, heu, pour, faciliter, l'installation de bornes dans vos copros. Donc
profiter de ce service qui vous est offert par la métropole de Grenoble et par la LEC et donc n'hésitez pas à nous contacter, par téléphone ou par mail ou à vous inscrire directement sur notre site. Il y a un petit formulaire d'inscription, et donc on pourra, venir vous rencontrer et puis, vous accompagner dans votre projet d'installation de borne de recharge. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a été utile, que vous y voyez un peu plus clair sur, le plan de déploiement de recharge, des bornes de recharge sur l'espace public et sur les enjeux de la recharge plutôt en copropriété avec les différentes solutions. Vous l'avez compris, la LEC est là pour vous accompagner aussi. L'AVER peut, vous faire des formations, dans vos copros, si besoin. Donc, encore une fois, on vous enverra, les documents, qui ont été présentés ce soir pendant le webinaire. On vous enverra aussi les coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez à tout moment, aller consulter cet enregistrement sur la page YouTube de la LEC pour avoir des informations. Et encore merci à donc nos 2 intervenantes, Mathilde Dieudonné et Aurore Comte, pour leurs Merci. interventions. Merci pour l'organisation. Merci également. Merci à vous. Et merci à tous pour, votre écoute et votre